Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog à Madagascar. Je m'appelle Manu et j'ai créé une société qui s'appelle Oilimi à travers laquelle je vends des box d'huile essentielle et de produits naturels. Je suis en voyage à Madagascar pour visiter un terrain sur lequel j'ai la possibilité de mettre en place des cultures pour que Oilimi puisse devenir son propre producteur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de permaculture. Alors, je vais pas vous faire un cours sur le sujet parce que déjà je débute tout juste. Et en plus de ça, le but de la permaculture à la base, c'est l'autosuffisance. Donc produire des denrées alimentaires pour pouvoir vivre de ce qu'on produit en tant que famille ou en tant que communauté. Or, dans mon cas, mon but c'est plutôt de m'inspirer des principes de la permaculture pour aller exploiter un terrain sur lequel on va produire des choses qu'on va ensuite vendre à travers la société Oilimi. Donc vous voyez, ça commence mal, mais du coup l'idée c'est juste de vous parler de principes de permaculture et d'essayer de vous prendre des exemples très concrets sur le terrain pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça m'a inspiré. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la permaculture, c'est un truc limite sectaire avec des principes qui sont un petit peu comme des commandements. Donc je vais vous en lister quelques-uns et essayer de vous les expliquer à la manière dont je les ai compris. Utiliser et valoriser la diversité. La diversité, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est l'état naturel d'un paysage. Si on retire toute action humaine, on va voir que tout paysage est amené à évoluer sur une espèce de courbe de la diversité. Donc si vous êtes à un point trop bas, que vous n'avez pas assez de diversité, le paysage va avoir tendance à se dégrader et à évoluer vers un désert, quelque chose où il n'y a plus rien que du sable et où il peut pratiquement plus y avoir de vie. Au contraire, si vous avez assez de biodiversité, la diversité appelant la diversité, vous allez attirer une faune et une flore encore plus variées et petit à petit rendre le paysage d'autant plus vivant et arriver jusqu'à un point culminant qui est une forêt. La forêt, on l'appelle aussi parfois climax en permaculture, donc c'est vraiment l'état ultime, le plus varié, le plus riche et le plus naturel en fait. Si on enlève toutes les actions humaines qui ont mené vers une désertification, tous les paysages devraient être une forêt. Si je dois vous donner ma propre définition de la permaculture, pour moi ça va être de créer un paysage qui a assez de diversité pour que si il est complètement abandonné par l'homme et plus du tout entretenu, il va naturellement évoluer vers une forêt. Alors je vais essayer de vous illustrer ce principe en vous parlant du terrain, mais pour ça j'ai besoin d'expliquer un petit peu sa géographie. En très simplifié, voilà un plan du terrain. Sur la partie marron, on a une plate-bande que j'appelle la zone cultivable. On y cultive du riz, du maïs, du manioc, etc. de manière traditionnelle. La partie jaune est la zone sèche, où on a en gros des rochers et des fougères. Et la partie verte, c'est la forêt. Pour parler de ce premier principe, je vais donc vous emmener dans notre forêt. Alors là, je suis à l'entrée de la forêt et il y a une bifurcation et les deux chemins en fait mènent vers des choses très différentes. Donc là, on a un chemin qui mène vers une autre partie de la zone sèche. Et là, on s'enfonce dans les profondeurs de la forêt. Et donc je vais aller par là parce que ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est qu'on a déjà plein de vanilles. Là, j'étais tombée sur un truc énorme, je vais essayer de le retrouver. Voilà, il est là. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est en fait, je vais vous montrer un exemple avec celui-là. On a un pied de vanille qui pousse sur cette herbe. Je sais pas ce que c'est, mais ouais. Voilà. Et en fait, ce qu'on pourrait faire, il y a le chemin là du coup, et le pied qui est juste là. Et ce qu'on pourrait faire, c'est nettoyer un petit peu cette zone, conserver bien sûr le pied de vanille et son tuteur là, et essayer de planter d'autres choses à côté qui vont permettre aussi de servir de tuteur à la vanille et qui vont aussi bien s'associer avec la vanille. Donc, il y a des... Tenez, là, il y en a encore. Il y a des associations qui sont assez courantes. Et ici, on voit beaucoup la vanille avec de l'ilang comme tuteur. Quoique l'ilang a besoin de beaucoup de soleil. Donc, c'est assez ensoleillé quand même, hein, pour une forêt. Et
du cacao, des bananes. J'ai vu l'association cacao-banane aussi, donc quelque chose à creuser. La permaculture, c'est un petit peu l'opposé de la monoculture et du coup, on va toujours associer plusieurs espèces différentes. Donc, comme les possibilités sont absolument infinies, il faut bien partir de quelque chose de départ. Donc, en général, soit on va choisir un produit qui vous intéresse de produire pour votre consommation ou, dans mon cas, pour un usage commercial, soit partir d'un produit qui est déjà disponible, donc du paysage tel qu'il est actuellement. Et comme je vous disais, nous on a de la vanille, donc moi ça a été mon point de départ. Quand on choisit les espèces, on va essayer de retrouver plusieurs rôles qui sont indispensables pour apporter un équilibre. Il faut en général des arbres qui font de l'ombre. Nous on est dans une forêt, donc là c'est pas trop un problème. On cherche aussi un couvre-sol, donc on évite en général que le sol soit nu. Je vous en parlerai après sur le sujet du mulch. Et là pareil, c'est pas vraiment nécessaire parce que comme on est dans une forêt, on a plein de feuilles qui tombent au sol et qui vont naturellement en fait couvrir le sol. On cherche aussi toujours à avoir des fixateurs d'azote. Donc les fixateurs d'azote, c'est des espèces qui sont capables de prendre l'azote qui est dans l'air, qui est inutilisable pour la plupart des plantes telles quelles, et de le transformer en azote qui sera dans le sol et que du coup les autres plantes à proximité pourront utiliser. Toujours pareil, comme on est dans une forêt et qu'on a un sol qui est assez riche et fertile, il y a naturellement de l'azote qui est présent et du coup il y a moins ce gros enjeu de mettre un fixateur d'azote. Néanmoins, je vais essayer de regarder si je peux en trouver un qui va aller dans la forêt. Ensuite, nous, comme on veut faire de la vanille qui est une liane, il va nous falloir des tuteurs. Donc le tuteur, il faut trouver un tuteur qui a la bonne hauteur, qui a la bonne largeur et qui risque pas d'être en mauvaise santé à cause de la présence de la liane. Donc les candidats, c'est le cacao, le café, qui sont des arbres qu'on peut tailler pour qu'ils soient pas trop hauts et qui sont tout à fait adaptés à la forêt. Ou éventuellement l'ilang, que j'ai beaucoup vu ici, mais qui pour moi n'a pas forcément sa place dans une forêt. On peut aussi utiliser comme tuteur les arbres qui sont déjà présents. Après, en général, on va chercher à avoir une espèce qui attire les pollinisateurs, donc des insectes. Pour la vanille, c'est pas vraiment un enjeu parce qu'en fait, la vanille doit être pollinisée manuellement. À Madagascar et dans la plupart des pays, en fait, les pollinisateurs de la vanille n'existent pas à l'état naturel. Et du coup, il faut aller piquer la vanille pour permettre en fait au pollen d'entrer en contact avec l'organe reproducteur. Mais vu qu'on veut planter du cacao, il faut attirer des pollinisateurs pour celui-ci. Et j'ai lu que le bananier jouait bien ce rôle-là. Et en général, on cherche un répulsif à insectes, parasites ou nuisibles selon ce à quoi est sensible la plante. Là, je ne sais pas du tout si ça va être un souci, donc on va d'abord attendre de voir un petit peu. Et si nécessaire, on pourra planter des plantes aromatiques parce qu'il y en a plein qui sont répulsives. Donc dans la mesure où on a déjà une forêt diversifiée et un sol fertile, on va pouvoir se contenter dans notre association de cacao, banane et vanille. Après, il y a d'autres espèces qui m'intéressent pour les produits qu'elles fournissent, comme l'huile essentielle de sarro, la cannelle et le poivre, et qui sont des espèces qui sont tout à fait adaptées à la forêt. Donc il faut que je regarde en détail si elles s'associent bien avec notre cacao, notre banane et notre vanille, et auquel cas on les plantera toutes ensemble. Tout déchet est une ressource inexploitée. Alors si vous me suivez déjà un petit peu sur Instagram ou autre, vous devez savoir que les déchets c'est une thématique qui m'inspire beaucoup. Et pour vous présenter ce principe, je vais vous introduire le concept de mulch en permaculture. Donc on parle parfois aussi de paillis ou de paillage. Je trouve que c'est un terme qui porte à confusion parce qu'il sous-entend qu'on utilise de la paille et il représente pas toute la vie qu'il peut y avoir dans un mulch et qui est nécessaire en fait. Donc le mulch, c'est une couverture du sol avec des matières organiques ou non. En gros, on peut faire du mulch avec une bâche en plastique, mais bon, je vois vraiment pas trop la logique. Le mulch permet de bloquer mécaniquement le développement de mauvaises herbes. Donc si vous avez vos herbes qui veulent pousser, en fait, elles sont coincées par cette couverture. Il permet de retenir l'eau dans le sol et d'éviter l'évaporation. Il permet de garder le sol chaud en hiver ou frais en été. Bon, ici on n'a pas vraiment de souci à garder le sol chaud, l'idée ça va être plutôt de réussir à garder la fraîcheur. Et enfin il permet de créer de l'humus et de fertiliser le sol. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va être compliqué si vous utilisez des bâches en plastique.
Alors pour moi, le mulch doit plutôt être installé au lancement d'une culture. Mais il y a pas mal de gens sur internet qui expliquent qu'il faut mettre et enlever son mulch à chaque saison. Bon, moi je trouve ça pas du tout logique et je trouve que ça va à l'encontre d'un principe que j'adore en permaculture. Un travail à fournir est le résultat d'un besoin non rempli par le système que vous avez créé. En gros, vous êtes censé travailler le moins possible, quoi. Donc le mulch sert à préparer le sol en quelque sorte et c'est quelque chose qu'on va vouloir faire sur la zone cultivable. En effet, sur cette zone, le sol est complètement nu, il a été beaucoup labouré et en plus il est très exposé au soleil, à la sécheresse. Pour faire un bon mulch qui attire la vie, il va falloir faire comme en compost, mélanger des matières azotées et matières carbonées. Ça va permettre à tout ça de se dégrader naturellement, d'attirer des vers et de créer de l'humus directement dans le sol. La matière azotée, qu'on appelle aussi matière humide ou matière verte, c'est en gros vos déchets de cuisine. Donc ça peut être des peaux et de la chair de fruits et légumes. Nous, sur le terrain, on a des manguiers et des jacquiers à foison. On peut aussi utiliser de la viande et des excréments animaux. En ville, c'est des produits qu'on exclut du compost pour des raisons sanitaires, mais ici, ça a toute sa place. D'ailleurs, dans le livre dont je vous parlais, il recommande d'utiliser de la poudre de sang et d'os. Alors, des excréments animaux, on en a absolument partout sur l'île, à proximité. Et si besoin, on pourra aussi prendre des algues fraîches qui s'échouent sur la plage tous les jours. Et en plus, comme ça, les touristes seront contents. La matière carbonée, on l'appelle aussi matière brune ou matière sèche. Et là, c'est plutôt les déchets du jardin. Dans la forêt, on a de quoi se servir. On a plein de feuilles mortes, de branchages, et on a aussi beaucoup de ravinala qui laissent des palmes mortes. On peut aussi utiliser des palmes de bananier ou de cocotier. On peut aussi utiliser du papier et du carton, mais ici on n'en a pas et on n'en a pas besoin, donc c'est très bien. Quand on va lancer la partie production, on aura d'autant plus de déchets qui pourront être utilisés pour faire du mulch. Il y aura tous les restes de végétaux qui vont être distillés, donc par exemple si vous distillez des fleurs d'ylang-ylang pour faire de l'huile essentielle, et ben à la fin vous aurez toute cette matière végétale qui est la fleur privée de son huile essentielle. Je voudrais aussi faire de la farine de jac avec les graines. Donc ça veut dire qu'on va retirer les graines des jacs et qu'il nous restera encore toutes les peaux et la chair, si elle n'est pas mangée. Je voudrais aussi faire du beurre de mangue. Donc le beurre de mangue, ça se fait avec l'amande qu'il y a à l'intérieur du noyau de mangue. Donc pareil, on a toujours la peau et la chair de la mangue qui sont disponibles et qui seront un déchet s'ils ne sont pas mangés. Et enfin, il y a des plantes qu'on va cultiver comme pour leurs racines, comme par exemple le vétiver ou le gingembre. Et du coup, ces plantes auront une partie végétale extérieure qu'on ne va pas utiliser et qu'on pourra utiliser pour le mulch. Et si on n'a pas besoin d'autant de choses pour faire du mulch, on pourra l'envoyer au compost et comme ça on aura un bon terreau riche en humus. Quand on lance des nouvelles plantations sur des sols qui sont un petit peu difficiles, ça nous servira d'engrais naturel. Donc voilà, je pense que ça clarifie un peu la notion que tout déchet est une ressource. Et pour aller encore plus loin, j'aimerais aussi mettre en place un système de toilettes sèches pour valoriser les excréments humains. Mais ça, ce serait à long terme, mais c'est encore juste un embryon d'idée. Je vais pas partir là-dessus, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Un élément remplit plusieurs fonctions. Pour vous illustrer celui-là, on va partir dans la zone sèche. Dans cette zone sèche, une partie qui est rocheuse où les plantes c'est quand même très très compliqué. Et on a deux vallées par ici et par là jusqu'à la forêt qui sont... En fait, elles sont vertes, mais c'est que des fougères. Et visiblement, donc il faut que je regarde plus, mais les fougères poussent là où rien d'autre ne pousse. Et empêchent aussi les autres plantes de pousser. Donc si on laisse ça comme ça, possiblement il va rien se passer. Enfin, peut-être dans 50 ans, ça va commencer à se revégétaliser. Je vais me casser la gueule. Mais pas tout de suite, donc l'idée ce serait d'accélérer un peu les choses. L'idée ce serait de planter des trucs là-dessus, d'aller virer les fougères avec des chèvres qui vont tout brouter, ça c'est mon plan du moment. Alors pourquoi on utiliserait des chèvres pour débroussailler le terrain? Tout simplement parce que l'alternative c'est du travail humain. Or, on a dit que le but c'est de travailler le moins possible. La chèvre, c'est visiblement un animal qui bouffe tout ce qu'elle trouve, donc que ce soit les herbes, les racines, les ronces, les arbustes. C'est problématique du coup quand vous plantez des jeunes arbres parce que elles peuvent les déraciner et les manger. Mais quand vous voulez par exemple faire manger des fougères qui sont un végétal dont les autres animaux n'ont rien à faire, et là ça devient très intéressant. On disait donc qu'un élément, en l'occurrence la chèvre, remplit plusieurs fonctions. Première fonction, débroussailler.
Deuxième fonction, fertiliser le sol. Comme je vous disais, on aime beaucoup les excréments animaux en permaculture et là la chèvre va pouvoir transformer ces végétaux qui nous font chier en un fertilisant pour le sol directement sur place. Donc vraiment, c'est tout bénef. Vous voyez, tout déchet est une ressource. Elle va aussi permettre d'aérer le sol en broutant et en pâturant. Et éventuellement, elle peut avoir une dernière fonction qui va être de produire du lait, de la viande et du cuir si on se lance dans l'élevage de chèvres à proprement parler. Donc virer les fougères, planter je ne sais pas trop quoi encore, des choses probablement qui pousseraient bien. Donc il y a deux choses qu'on voit, je ne sais pas si j'en ai deux à portée de vue là. Donc il y a cet arbre là qui est, je dis que c'est un espèce de pin, mais je suis pas du tout sûre que ce soit un pin. Ça, il y en a pas mal. Et après, il y en a un autre. C'est celui-là, qui a été, d'ailleurs, le chef du village on a donné aux différents propriétaires sur l'île pour ils les plantent parce que visiblement ils peuvent pousser même là-dedans, là, dans la roche. Je vous en montrerai un. Voilà, eux ils sont résistants, ils poussent. Donc on voit ces deux arbres au milieu des fougères. Et l'idée ce serait d'aller peut-être les utiliser, les multiplier et d'apporter aussi une variété. De faire en sorte d'aller nourrir la terre aussi avec, je sais pas, du mulch, du compost ou je ne sais quoi. Et d'irriguer. Une fois le terrain débroussaillé, il faudra reforester. Pour ça, on va planter des arbres pionniers. Les arbres pionniers, ce sont des arbres qui résistent à des conditions vraiment difficiles de sécheresse et de manque de fertilité et qui poussent assez rapidement. Donc rapidement, ils créent de l'ombre et ils créent de la matière végétale qui se dégrade. Pour ça, on pourrait utiliser les deux arbres que je vous ai montrés sur la vidéo ou d'autres arbres qui sont réputés pour être pionniers et utiles en reforestation. On peut citer notamment le moringa, le neem et le ravinsara qui en plus ont l'avantage de donner des produits qui m'intéressent. Donc ici les fonctions de notre élément arbre pionnier, ce sont protéger le sol de l'érosion grâce à ses racines, retenir l'eau dans le sol grâce à ses racines et grâce à l'ombre que crée son feuillage, enrichir le sol en matière organique grâce à ses feuilles qui tombent au sol et se dégradent, et enfin pour les trois derniers arbres que je vous ai cités, créer un produit qui sera commercialisable par Oilimi. Donc soit de la poudre de moringa, soit de la poudre de neem, soit de l'huile essentielle de ravinsara. Ce principe 5 va de pair avec un autre principe. Une fonction est remplie par plusieurs éléments. Alors je le trouve plus dur à implémenter, mais si je devais vous donner un exemple, on pourrait dire par exemple que la fonction fertiliser le sol est remplie par l'élément chèvre et par l'élément arbre avec ses feuilles qui tombent et qui se dégradent. La fonction retenir l'eau dans le sol va être remplie par les racines des arbres, mais il faudra aussi prévoir des ouvrages qui permettent de faire ça, comme des baissières ou des barrages. Utiliser et valoriser l'effet de bordure. Chaque écosystème, que ce soit une forêt, une clairière ou un plan d'eau, a des caractéristiques qui lui sont propres. L'ensoleillement, la qualité du sol, la présence d'eau, la présence d'ombre. Et tout ça, ça va permettre de déterminer la faune et la flore qu'il est capable d'accueillir. Maintenant, si vous allez à la frontière entre deux écosystèmes qui sont différents, eh ben, pile à l'endroit où ils se rencontrent, il y a le double de caractéristiques qui est réuni. Cette bordure va permettre d'accueillir une faune et une flore qui a des besoins spécifiques et qui sont très exigeants. Sur le terrain, on a des bordures intéressantes à deux endroits. Au sud de la partie cultivable, à la limite avec la forêt et la zone sèche. Et la limite entre la zone sèche et la forêt. Ce qui est intéressant sur cette bordure entre la zone cultivable et la zone sèche, c'est que la limite est une forêt en fait. Donc derrière on a la colline avec la partie sèche avec les fougères, mais juste en bas de cette colline là, avant d'arriver sur la plate-bande, on a une forêt qui est assez dense. En fait, c'est probablement dû au fait que, comme on est en bas de la pente, et qu'en plus en haut il n'y a aucun arbre pour arrêter le ruissellement de l'eau, et que toute la matière organique elle s'accumule là juste en bas, et ainsi que l'eau. Et que du coup on a une zone qui est très humide avec beaucoup de matière organique et du coup ça la rend propice au développement d'arbres.
Tout le long de notre bordure, on a donc des arbres et un sol qui est riche en humus. Les arbres ne créent pas d'ombre sur la partie de la zone cultivable parce que le terrain est exposé plein nord. On a donc une zone à la frontière de cette zone cultivable et de ce bandeau de forêt qui est riche en humus, très ensoleillé et un sol plus humide. Ça va nous permettre de cultiver des espèces qui sont assez exigeantes comme par exemple le combava, le bigaradier ou encore l'avocatier. Si on avait voulu cultiver ces espèces-là en plein milieu de la zone cultivable, il aurait fallu rajouter beaucoup d'engrais, arroser régulièrement et ça va à l'encontre du principe de travailler moins. Donc là, si je regarde vers le sud, donc vers la montée, c'est plutôt sur la gauche, la vallée sur la gauche, où de l'autre côté on a la distillerie où il y a un enjeu de reforestation. Pourquoi? Parce que de l'autre côté on a aussi une vallée de fougères, mais en fait elle s'arrête au niveau de la forêt. Et du coup, la nature est puissante, et si on irrigue des deux côtés, je pense que la forêt va pouvoir naturellement aller manger un petit peu sur les fougères et se développer et en fait atterrir jusqu'ici, jusqu'à la partie rocheuse. Bon, alors je me permets de corriger la demoiselle, mettre de l'eau et attendre que ça pousse, c'est quand même un petit peu simpliste. L'idée, ce serait plutôt d'utiliser cette bordure pour planter des arbres qui nous intéressent, tout en faisant progresser la forêt. On va donc utiliser des arbres qui aiment l'humus, la mi-ombre et l'humidité. Il faut quand même que ces plantes puissent survivre par la suite dans des conditions d'ombre, parce que le but c'est que ce bandeau devienne une forêt et que la forêt finisse un petit peu plus loin. J'ai pas encore trouvé les espèces élues, mais je suis en train de me renseigner. Commencez petit, puis étendez-vous. Et je vais clôturer cette vidéo donc sur ce dernier principe que j'ai eu pas mal de mal à m'approprier parce que j'ai un peu tendance à avoir la folie des grandeurs et j'étais tout de suite en mode ok, il faut qu'on achète 200 chèvres. J'ai finalement réussi à avoir un projet qui est petit et qui est test. Du coup, pour démarrer, on va prendre sur la zone cultivable une parcelle de 16 mètres sur 16 sur laquelle on va essayer de planter des associations de plantes. Donc on va avoir un mélange d'ylang, d'hibiscus, de citronnelle, de gingembre et de haricots blancs. On va bien voir ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Pour ma part, j'ai essayé de prendre beaucoup de notes sur les différents projets que j'ai par rapport au terrain et qui sont liés d'une manière ou d'une autre à la permaculture. Ça m'a beaucoup aidé de mettre les choses à l'écrit et c'est ça qui m'a permis aussi de réussir à faire cette vidéo. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas couvertes. Donc je vais voir si ça vous intéresse et que j'arrive à bien le présenter, faire d'autres vidéos pour vous parler du reste. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez qu'on en parle. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt!